Je n'aurais jamais pensé qu'un salon d'aéroport tranquille deviendrait le lieu qui a brisé tout ce que je croyais sur la famille. Je m'appelle Elena Foster, et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai joué le rôle de la fille parfaite, obéissante, posée, invisible. Ils se sont éloignés, calmes, certains, mais quelque chose ne me semblait pas juste. Les minutes ont passé, puis 20, puis 30, et c'est là que j'ai compris. Il ne reviendrait pas. Mon grand-père, confus, fragile, s'effaçant déjà dans le brouillard d'Alzheimer, était en train d'être abandonné là, au milieu du terminal, laissé comme un bagage non réclamé. Je n'ai pas réfléchi, j'ai simplement couru. Et ce que j'ai vu quand je l'ai retrouvé a changé tout ce que je pensais savoir sur l'amour, la loyauté et la véritable signification d'un foyer. Ayant grandi à Omaha, dans le Nebraska, ma vie semblait parfaite de l'extérieur. Une maison à 2 étages avec des volets blancs, une pelouse fraîchement tondue. Mon père, le docteur Leonard Foster, était un cardiologue respecté qui aimait ses chemises impeccables et ses enfants plus silencieux que les machines de son aile d'hôpital. Ma mère, Patricia, restait à la maison, mais pas pour s'occuper de nous. Elle organisait des collectes de fonds, préparait des gâteaux pour les galas de l'école et vous rappelait souvent que la présentation est essentielle. J'étais leur aîné, la responsable, l'élève avec que des A, aux cheveux parfaitement peignés et aux rubans de concours de piano accrochés au-dessus de son lit comme des médailles de guerre. Chaque photo de famille nous montrait souriant. Mais personne ne remarquait comment je serrais toujours mes mains trop fort, comme si je me préparais à quelque chose. Dans notre maison, l'amour ne s'exprimait pas par des mots. Il se mesurait en réussite, en silence, en la capacité à bien jouer le jeu. Mais grand-père William, il était différent. Il était le seul à m'avoir jamais dit, « Tu n'as pas besoin de mériter l'amour, Elena. Sois simplement toi-même. » Chaque dimanche quand j'étais enfant, il m'emmenait au parc pendant que mes parents étaient à leur club social. Nous nourrissions les canards et lisions des livres sous l'orme près du lac. Il m'appelait l'ânet, un surnom que personne d'autre n'avait le droit d'utiliser. Je me souviens encore de ses mains marquées par des années en tant que professeur de technologie au lycée, mais toujours stable lorsqu'il tournait les pages du vent dans les solos pour moi. En grandissant, les visites se sont raréfiées. Papa disait que grand-père devenait plus lent et confus. Finalement, ces dimanches ont complètement cessé. Il a été déplacé dans la chambre d'amis à l'étage, hors de vue, à l'écart. Mais je montais le voir en cachette parfois, surtout pendant les examens finaux du lycée quand la pression de la perfection me donnait l'impression d'étouffer. Grand-père ne demandait jamais mes notes. Il souriait simplement et disait, « Raconte-moi quelque chose de beau que tu as vu aujourd'hui » et j'avais toujours quelque chose à raconter. Il se souvenait des petites choses, même quand il a commencé à oublier les plus grandes. Au début, c'était inoffensif, il m'appelait l'année 3 fois de suite comme s'il était surpris que je sois toujours là. Puis il restait bloqué dans des histoires du passé, répétant la même phrase comme si elle était nouvelle. Mon père devenait agacé. Ma mère a commencé à parler de lui au passé alors qu'il était encore dans la pièce. Mais pour moi, il était toujours grand-père, toujours l'homme qui m'a appris à regarder le ciel et à y voir plus que la météo. Et c'est pourquoi, quand papa a dit que nous allions tous partir en voyage ensemble pour créer des souvenirs avant que les choses n'empirent, j'ai voulu le croire. Même quand quelque chose en moi murmurait, personne ne crée de souvenirs en abandonnant quelqu'un. Avant que l'oubli ne commence, grand-père était la seule personne qui se souvenait de tout ce qui comptait. Il se souvenait que je détestais le lait au chocolat mais que j'adorais celui à la fraise. Il se souvenait de mes histoires préférées, de la façon dont je fredonnais quand j'étais nerveuse, et du fait que mon deuxième prénom était Maë, d'après sa mère, et non celle de ma mère, peu importe combien de fois elle essayait de prétendre le contraire. Il ne m'a jamais oublié. Même quand la maladie d'Alzheimer a commencé à éroder son sens du temps et de l'espace, même quand il mélangeait les noms et les dates, d'une manière ou d'une autre, il me regardait toujours comme si j'étais son foyer. La première fois qu'il a oublié où il était, j'avais 16 ans. Je l'ai trouvé debout dans l'allée en chaussons, tenant un arrosoir. C'était en février, il y avait de la neige partout. Il pensait être de retour en Alabama, s'occupant des roses avec grand-mère avant qu'elle ne meure. Quand j'ai doucement pris sa main, il a cligné des yeux et a dit, « L'année, est-ce que je rêve ?» J'ai souri malgré la douleur dans ma poitrine. « Non, grand-père, tu te souviens juste. » Mes parents ont traité cela comme une phase. Ils chuchotaient des mots comme l'établissement et elle médicalisée tard dans la nuit.
Mais je ne pouvais supporter l'idée de le voir seul parmi des étrangers qui ne sauraient pas qu'il fredonnait de vieux airs de jazz quand il était anxieux ou qu'il remuait toujours son thé 3 fois avant de boire. Alors je suis devenue celle qui s'asseyait à ses côtés le soir, lisant à haute voix les livres qu'il me lisait autrefois, Le Jardin secret, Des souris et des hommes, La toile de Charlotte. Il ne pouvait pas toujours suivre, mais parfois ses yeux s'illuminaient comme s'il venait d'ouvrir une porte qui était autrefois verrouillée. Ces moments étaient rares et précieux, mais ils devenaient de plus en plus rares. Un après-midi d'été, nous étions assis dans le jardin sous le grand érable. Je venais d'obtenir mon diplôme de fin de lycée. Mes parents organisaient une fête à l'intérieur, guirlandes lumineuses, plateau de charcuterie, tout le tralala. Mais je m'étais éclipsé. Je ne voulais pas de champagne. Je voulais grand-père. Il m'a regardé ce jour-là, les yeux plus clairs qu'ils ne l'avaient été depuis des semaines, et a dit, « L'année, quand ils cesseront de me voir, promets-moi que toi, tu continueras de me voir. » Je me suis figé. Je ne pourrai jamais cesser de te voir. Il a hoché la tête, posant une main sur la mienne. Alors, le moment venu, tu sauras quoi faire. Je ne savais pas ce qu'il voulait dire. Pas à ce moment-là. Mais ces mots se sont logés en moi comme une petite braise, attendant le jour où j'aurais besoin de m'en souvenir. Et ce jour est arrivé à l'aéroport. Après ma première année d'université, tout à la maison semblait réorganisé. La chambre d'amis où logeait grand-père était soudainement fermée à clé pendant la journée. Maman disait que c'était pour sa sécurité. Papa disait qu'il avait besoin de repos. Mais j'ai remarqué à quel point le couloir restait étrangement silencieux maintenant, comment ils ne l'invitaient plus à dîner en bas, comment ils avaient cessé de corriger les gens quand ils supposaient que grand-père ne vivait plus avec nous. Il s'effaçait de la famille comme une vieille photographie laissée au soleil. Je me suis opposé des seules manières que je pouvais. Je laissais des notes pour grand-père sur sa table de chevet, je lui apportais en cachette ses biscuits au citron préférés de la boulangerie près du campus, et je m'asseyais à ses côtés pendant de longs moments, même s'il se contentait de regarder par la fenêtre en m'appelant Rose. Le nom de sa sœur décédée. Mais ce qui faisait le plus mal n'était pas son oubli, c'était le leur. Un après-midi, j'ai surpris mon père au téléphone. Oui, je sais que l'avocat a dit qu'elle devra co-signer, mais ce n'est qu'une enfant. Nous nous en occuperons. Il parlait de moi. J'ai attendu qu'il quitte la pièce, puis je suis entré sur la pointe des pieds et j'ai jeté un œil au papier sur le comptoir. Directive médicale, planification successorale. Il ne se préparait pas seulement au déclin de grand-père. Il se préparait à transférer tous ses biens, nous écartant lui et moi. Ce soir-là, je les ai confrontés. Il me reconnaît encore, ai-je dit, la voix tendue. Il sourit encore quand je lui lis des histoires. Il rit encore quand je fais brûler du pain grillé. Il est toujours là. Maman n'a pas levé les yeux de son linge qu'elle pliait. Elena, tu es trop émotive. Tu as toujours été trop attachée. Papa a soupiré. Tu penses que l'amour suffit? Ce n'est pas le cas. Nous faisons ce qui est responsable. Responsable, ai-je lancé. Vous voulez dire pratique. Cela m'a valu le silence, suivi de froideur. À partir de ce moment, ils m'ont exclu de toutes les conversations concernant les soins de grand-père. Je suis rentré du campus un week-end pour découvrir qu'ils avaient déplacé ses livres, jeté ses chaussons et remplacé la bouilloire qu'il aimait. Minimalisme, a dit maman d'un ton enjoué. Mais pour moi, cela ressemblait à un effacement. Puis l'annonce est arrivée. Nous partons en Afrique du Sud, a dit papa lors d'un dîner. Un voyage en famille complet, un dernier souvenir ensemble. Son sourire était trop large, ses yeux trop prudents. J'ai regardé grand-père assis tranquillement à côté de moi, ses doigts tapotant un rythme invisible sur la table. Il ne semblait pas enregistrer la conversation, mais quand je me suis penché et que j'ai chuchoté, « Tu veux partir à l'aventure ?» il m'a regardé et m'a fait un clin d'œil. C'était un petit geste, mais c'était bien lui. Et alors j'ai dit oui au voyage. Non pas parce que je les croyais, mais parce que quelque chose me disait que ce n'était pas juste des vacances. C'était un test, et je devais rester proche au cas où il le raterait. Nous sommes partis pour l'aéroport juste avant le lever du soleil. Le ciel était encore teinté d'orange, et l'air sentait légèrement la rosée et le carburant alors que nous chargions la voiture. Grand-père portait son cardigan bleu marine, son haut pull de voyage, comme il l'appelait, boutonné de travers et aux manches trop longues.
Il serrait une photo encadrée de grand-mère dans une main et mon poignet dans l'autre. Papa n'arrêtait pas de regarder sa montre. Maman n'arrêtait pas de regarder son reflet. Je n'arrêtais pas de vérifier les yeux de grand-père, guettant des signes qu'il était avec nous. Sur la banquette arrière, j'ai chuchoté, « Tu es excité, grand-père » Il n'a pas répondu, il a juste regardé par la fenêtre et a fredonné quelque chose que j'ai presque reconnu, peut-être un vieil air militaire, peut-être une berceuse. J'ai serré sa main. Nous allons quelque part où il fait chaud. Les éléphants, tu te souviens? Il m'a regardé alors et a dit doucement, « Tu feras une excellente enseignante un jour, Rose. » Je ne l'ai pas corrigé. Il m'appelait toujours Rose quand il avait peur. À l'aéroport, les files d'attente étaient longues, l'atmosphère bourdonnante de bruit et de lumière fluorescente. Maman m'a prise à part. « Elena, va chercher du café pour ton père et moi. » Quelque chose de fort. J'ai regardé grand-père. « Et pour lui ? » « Il va bien, dit-elle en s'éloignant déjà. Nous revenons tout de suite. » Papa a conduit grand-père à une chaise dans le coin le plus calme du terminal, une rangée de sièges près d'une fenêtre dépolie donnant sur le tarmac. Grand-père s'est assis docilement, tenant toujours la photo de grand-mère. Mon père s'est penché vers lui et a dit clairement et lentement, « Assieds-toi juste là. Nous allons nous enregistrer et nous revenons tout de suite. » Les mots ont résonné dans ma tête comme une pierre jetée dans un puits. Je suis resté figé, ma commande de café à moitié formulée dans ma bouche. Ils se sont éloignés, mes parents, vers la porte d'embarquement, calmes, sur deux, sans un regard en arrière. Et quelque chose n'allait pas. J'ai regardé leur nuque jusqu'à ce qu'ils disparaissent au tournant. 5 minutes ont passé, puis 10. Grand-père était toujours là, attendant toujours, traçant toujours le bord du cadre photo avec son pouce. 15 minutes. Mon cœur battait la chamade. 20. Quelque chose de froid s'est installé dans mon ventre. Je me suis approché du guichet d'enregistrement. Le groupe Foster s'est-il déjà enregistré pour le vol? La femme derrière le comptoir a tapé. Oui. Enregistré et validé. Mon souffle s'est coupé. Tous? Elle a hoché la tête, puis a ajouté, l'embarquement devrait commencer dans une vingtaine de minutes. J'ai reculé, abasourdi. Il ne reviendrait pas. Il n'avait aucune intention de revenir. À une centaine de mètres, mon grand-père était assis seul au milieu d'une mer d'étrangers. Il ne savait pas ce qui se passait, ne savait pas où il était. Il savait seulement qu'ils avaient dit, « Attends-nous ». Et alors il attendait, parce que c'est ce que font les gens loyaux. J'ai commencé à marcher, puis à courir, me frayant un chemin à travers la foule. Ma gorge s'est nouée. J'avais toujours cru que la trahison serait bruyante, des portes qui claquent, des mots criés. Mais la trahison, je l'ai appris, est silencieuse. Elle s'éloigne calmement pendant que vous souriez encore. Je ne me souviens pas avoir décidé de courir. Mon corps a simplement bougé. Le cliquetis des roulettes de valise et les appels à l'embarquement se sont estompés en un bruit de fond alors que je sprintais vers le coin tranquille où grand-père était assis. Je l'ai vu là, toujours sur la même chaise, les épaules affaissées, les yeux balayant la foule comme un enfant attendant un parent qui l'aurait oublié. Grand-père, ai-je haleté, tombant à genoux devant lui. C'est moi. C'est Elena. Ses yeux ont vacillé de reconnaissance, puis de confusion. Rose, a-t-il chuchoté, la voix sèche. Ce n'est pas grave, ai-je dit, tenant ses mains qui étaient devenues froides. Je suis là. Tu n'es pas seul. Il a regardé autour de lui, déconcerté. Où est parti ton père? Il a dit qu'il reviendrait tout de suite. Est-ce que je suis censé aller quelque part? Ma gorge s'est serrée. Non, tu es censé rester avec moi. C'est tout. Il a serré mes mains plus fort, tremblant. J'avais si peur, Lanay. Moi aussi. Je ne savais pas quoi faire. J'avais envie de crier. Pas sur lui, sur les gens qui s'étaient éloignés si facilement, qui avaient emballé leur passeport, imprimé leur carte d'embarquement et fait la paix avec l'idée d'abandonner l'homme qui les avait portés sur ses épaules, qui leur avait appris à pêcher. Qui était resté éveillé quand ils faisaient des cauchemars et qui avait payé pour leur première voiture. Je me suis levé et l'ai aidé à se relever doucement. Viens, grand-père. Nous partons. Il a hésité, regardant vers le fond du terminal en direction des portes d'embarquement.
Si, ai-je dit, enroulant son écharpe autour de son cou, mais pas celui qu'ils avaient prévu. Alors que nous marchions vers la sortie, j'ai entendu mon nom. Elena. Je me suis retourné. Maman se tenait près de l'escalator, ses talons claquant sur le carrelage, son mascara coulant, le téléphone toujours à la main. Papa était derrière elle, rigide, silencieux. Elena, reviens ici immédiatement. J'ai resserré ma prise sur la main de grand-père. Il ne sait même pas où il est. Maman a lancé, la voix montant, il a besoin de soins professionnels. Tu ne sais pas ce que tu fais. Je sais exactement ce que je fais, ai-je dit. Je ne le laisse pas comme un bagage dans une salle d'attente. Papa a finalement parlé, sa voix basse, tranchante. Tu fais une scène. Pense à l'image que ça donne. L'image que ça donne? J'ai ri amèrement. C'est ton père. Ils se sont figés. Pendant un instant, nous sommes tous restés en silence, le bourdonnement du terminal nous oppressant. Puis je l'ai dit. Vous l'avez abandonné. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je l'ai simplement dit, comme un verdict. Les lèvres de maman se sont entr'ouvertes, mais aucun mot n'est sorti. J'ai reculé. C'est terminé ici. Elena, si tu t'en vas, commença papa. Mais je suis parti. Je suis sorti du terminal dans la lumière froide du matin, mon manteau à peine enroulé autour de nous deux. J'ai hélé le premier taxi que j'ai vu et j'ai aidé grand-père à monter, ses mains tremblant encore. Nous avons roulé des kilomètres en silence, l'aéroport rapetissant derrière nous comme un mauvais rêve. Ce n'est qu'en arrivant à la gare routière que j'ai expiré. Où allons-nous? Demanda doucement grand-père, les yeux embués. J'ai sorti mon téléphone, j'ai parcouru mes messages et j'ai trouvé le contact que j'avais sauvegardé des semaines auparavant, celui que je n'aurais jamais pensé utiliser. June Harmon, la sœur cadette de mon grand-père, ma grand-tante, la seule personne de notre famille qui envoyait encore des cartes d'anniversaire avec des notes manuscrites. Elle vivait dans une petite propriété au Kansas et m'avait appelé quelques mois plus tôt, inquiète pour grand-père. S'il arrive quoi que ce soit, Elena, tu m'appelles, avait-elle dit. Ne les laisse pas l'éloigner. J'ai appelé. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. June, c'est Elena. Grand-père a besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Sa voix s'est brisée. Dis-moi où vous êtes. Je vous attendrai. J'ai acheté 2 billets de bus pour le prochain départ. La gare était presque vide. J'ai aidé grand-père à s'asseoir, je l'ai enveloppé dans mon écharpe et j'ai posé sa tête sur mon épaule. Il s'est endormi avant que le moteur ne se mette à gronder. Nous avons roulé vers le lever du soleil, dépassant des champs, des poteaux téléphoniques et des villes endormies. J'ai regardé le paysage changer, mais je ne me sentais pas perdu. Plus maintenant. Nous allions quelque part où nous serions vus, quelque part où nous aurions notre place. Pour la première fois de ma vie, je ne suivais pas mes parents. Je choisissais. Et ce choix, bien que terrifiant, me donnait l'impression de rentrer à la maison. Le bus est arrivé à la petite gare de Holton, au Kansas, juste après midi. C'était calme, presque trop calme après le tumulte des terminaux et des moteurs, mais j'ai accueilli cette quiétude. Sur le quai se tenait une petite femme robuste en veste en jean, les cheveux argentés attachés en arrière, tenant un panneau en carton sur lequel était écrit William plus Elena au feutre noir tremblant. June Harmon. Elle a laissé tomber le panneau dès qu'elle nous a vus. Oh, Billy, a-t-elle haleté en se précipitant vers nous. Grand-père a cligné des yeux en la regardant, puis a souri avec plus de reconnaissance que ce à quoi je m'attendais. Junebug, dit-il faiblement. Elle a ri à travers ses larmes. Tu te souviens encore de ça, hein? Il a tendu la main vers la sienne. Et pas toi, a-t-elle taquiné, l'enveloppant dans une étreinte qui a détendu quelque chose en moi. Pour la première fois depuis des jours, j'ai relâché le souffle que je ne savais pas que je retenais. Nous avons roulé sur des routes à 2 voies bordées de champs ouverts. Sa maison se trouvait à la périphérie de la ville, une modeste maison de 2 chambres à la peinture blanche écaillée et dotée d'un large porche qui semblait avoir été le témoin de décennies d'histoire. Il n'y avait pas de plan formel, pas de formulaire d'admission, pas de discussion sur le fardeau, juste de la soupe chaude, des draps propres et le genre de silence qui vous enveloppe comme une couverture, pas le genre de silence froid que je connaissais de la maison. Ce premier soir, je me suis assise sur le porche pendant que grand-père faisait la sieste à l'intérieur.
June a apporté 2 tasses de thé et s'est assise à côté de moi, ses articulations craquant comme le vieux fauteuil à bascule. Tu as fait ce qu'il fallait, dit-elle doucement. Même s'il ne le voit pas maintenant. Surtout s'il ne le voit pas. J'ai hoché la tête, bien que je ne lui ai même pas tout raconté. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous en aurez besoin, a-t-elle ajouté. Cette maison est peut-être petite, mais elle a de la place pour les gens qui se voient les uns les autres. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste regardé les étoiles, et pour la première fois, j'ai eu l'impression qu'elles me regardaient en retour, et non à travers moi. Au cours des semaines suivantes, j'ai aidé comme je le pouvais, les courses, la cuisine, la lessive. J'emmenais grand-père faire de longues promenades dans le quartier quand le temps le permettait. Il ne savait pas toujours où nous étions, mais il me tenait toujours la main. Parfois, il m'appelait Rose, d'autres fois l'année. Et de temps en temps, rarement, de manière fugace, il me regardait avec des yeux clairs et disait « Elena ». Ces moments étaient comme de la poussière d'or, la preuve que quelque chose de lui vivait encore sous le brouillard. La nuit, j'ai commencé à tenir un journal, pas pour l'école, pas pour une thérapie, juste pour me souvenir. J'y notais les choses que disait grand-père, les plats que cuisinait June, les choses que je ne voulais jamais oublier. Parce que pour une fois, l'oubli n'était plus seulement sa peur. C'était aussi la mienne, et j'étais enfin dans un endroit où ce souvenir était permis. Au printemps, le rythme de la vie à Holton s'était installé autour de moi comme une seconde peau. Chaque matin, je me réveillais avant le soleil, j'aidais June à préparer le porridge et je m'asseyais avec grand-père pendant qu'il remuait lentement sa cuillère, oubliant parfois quoi faire ensuite. Je le lui rappelais doucement, sans frustration, sans honte. Et les bons jours, il fredonnait en mangeant, racontant parfois une histoire à moitié terminée sur la pêche avec ses frères ou la fois où il avait fait tomber son alliance dans une miche de pain sans jamais le dire à grand-mère. June a commencé à nous appeler le trio silencieux. Nous n'avions pas besoin de beaucoup de bruit, juste de présence. Je me suis inscrite à un cours d'aide-soignante à temps partiel au collège communautaire local. Non pas parce que je l'avais prévu, mais parce que quelque chose en moi avait changé, comme une boussole indiquant enfin le nord. Prendre soin de grand-père n'était plus un sacrifice. C'était un héritage. Un après-midi, June m'a trouvé dans la cuisine, penché sur mes devoirs sur les soins aux patients atteints de démence. Elle a posé une assiette de pain de maïs et a dit, « Tu sais, je pense que tu as toujours été faite pour ça. » J'ai secoué la tête. Je ne suis pas assez forte. Je pleure trop facilement. Je suis vite dépassée. Elle a souri. Et pourtant, te voilà. Quand mon stage clinique a commencé, j'ai commencé à visiter l'unité de soins pour troubles de la mémoire locale. La plupart des résidents ne savaient pas qui j'étais. Mais quand je lisais à voix haute, leurs yeux s'adoucissaient. Quand j'ai apporté la vieille radio de grand-père et que j'ai mis sa station de jazz préférée, certains d'entre eux tapaient des doigts en rythme. Une femme, Margie, pensait que j'étais sa fille chaque fois que j'entrais. Je ne la corrigeais jamais. Je m'asseyais simplement et j'écoutais pendant qu'elle racontait la même histoire sur son jour de mariage en 1952. Chaque narration me semblait être un fil d'une tapisserie qu'elle avait peur de voir se défaire. Cela m'a fait penser à grand-père. Même si sa mémoire s'estompait, il ressentait encore. Il cherchait toujours ma main, sursautait toujours au bruit fort, souriait toujours au chant des oiseaux. Et peut-être que c'est la partie que personne ne vous apprend dans les manuels, que la mémoire ne réside pas toujours dans les faits, mais dans les sentiments. Un jour, alors que je poussais le fauteuil roulant de grand-père dans le jardin, il s'est tourné vers moi, d'une lucidité inattendue. « Tu te débrouilles bien, Lannel, dit-il, les yeux brillants. Vraiment bien. » Je me suis agenouillé à côté de lui. J'aurais aimé pouvoir faire plus. Il a secoué lentement la tête. « Tu as fait la seule chose qui comptait. Tu es resté. » Cette nuit-là, j'ai imprimé la photo que nous avions prise ensemble à la gare routière, lui souriant, emmitouflé dans mon écharpe, les yeux fermés au soleil. Je l'ai placée à côté de mon lit, non pas pour qu'il s'en souvienne, mais pour que moi, je m'en souvienne. Parce que ce chapitre de ma vie, né de la douleur et de la défiance, était devenu quelque chose de plus grand. Pas une fuite, un retour à la maison. Le matin où grand-père est décédé, la maison était silencieuse. Je l'ai trouvé dans son fauteuil près de la fenêtre, les mains posées sur une couverture usée, la radio jouant un jazz doux en fond sonore. Sa photo encadrée de grand-mère était toujours sur la table à côté de lui. Ses yeux étaient fermés, son visage paisible,
comme s'il s'était simplement assoupi au milieu d'une histoire. Je n'ai pas pleuré au début. Je me suis simplement assise à côté de lui, j'ai tenu sa main et j'ai murmuré, « Tu peux te reposer maintenant. Je me souviendrai du reste pour toi. » Nous l'avons enterré sous le chêne derrière la maison de June, son endroit préféré. La cérémonie était simple, juste June, quelques voisins et moi. Je n'ai pas invité mes parents. Non par colère, mais par clarté. Ils n'avaient pas fait partie de son dernier chapitre. Ils n'avaient pas mérité leur place à la fin. Mais une semaine plus tard, je suis retourné à Omaha. J'avais besoin d'y retourner, non pas pour eux, mais pour moi. J'ai sonné à la porte de la maison où j'ai grandi. Elle semblait plus petite d'une certaine manière, comme une scène après la fermeture du rideau. Maman a ouvert la porte, les yeux écarquillés. Elena. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Papa se tenait derrière elle, les bras croisés, mais pas de manière défiante, juste fatigué. J'ai appris, dit-elle doucement. Pour ton grand-père. J'ai hoché la tête. Il est parti paisiblement, avec des gens qu'il aimait. Elle a baissé les yeux, se tordant les mains. Nous ne voulions pas. Si, ai-je interrompu gentiment. Vous vouliez le laisser à l'aéroport. Et vous m'auriez fait la même chose si je n'avais pas suivi votre scénario. Papa s'est avancé. Il ne se souvenait pas de toi la plupart du temps. Ce n'était pas personnel. Il ne s'est jamais agi de ce dont il se souvenait, ai-je dit. Il s'agissait de ce que moi, je n'oublierai pas. J'ai cherché dans mon sac et j'ai sorti l'enveloppe que June m'avait donnée la veille. Le testament révisé de grand-père, une lettre discrète glissée à l'intérieur, ses économies de toute une vie, sa pension, et une note qui disait, « Pour Elena, tu as été la seule à rester. Mon amour t'appartient. Continue de te souvenir. Grand-père. » Je le leur ai tendu sans un mot. Leurs expressions ont changé, le choc, puis la culpabilité, puis quelque chose de plus compliqué. Je ne suis pas ici pour me battre, ai-je dit. Juste pour vous faire savoir que je vais bien et que lui aussi allait bien. Je me suis retourné pour partir. Mais maman a attrapé mon poignet. Elena, veux-tu rentrer à la maison? Je l'ai regardé dans les yeux, vraiment regardé, et pour la première fois, je n'ai pas vu de la cruauté, mais du vide, une femme qui avait construit sa vie autour du contrôle et qui se tenait maintenant en son centre vide. Je suis à la maison, ai-je dit, à Holton, avec les gens qui se souvenaient de moi avant que je doive le mériter. De retour au Kansas, j'ai repris mes études, mes patients et le porche où grand-père s'asseyait autrefois. J'ai ouvert un cercle de lecture pour enfants et personnes âgées. J'ai gardé la photo de lui et moi sur le mur à côté de mon diplôme d'infirmière. Et chaque nuit, je murmurais aux étoiles, je n'ai pas lâché parce qu'en le choisissant, je me suis choisi moi-même, et cela sera toujours suffisant.